Bien, bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser à l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre. Alors bien sûr, dès qu'on envisage le terme d'électrolyse, d'électrolyseur, il y a nécessairement un générateur, donc qui est représenté ici. Et ce générateur, on peut représenter donc sa différence de potentiel E, sa force électromotrice avec ses bornes moins et plus. Et forcément, les électrons vont fuir le pôle moins et le courant va fuir le pôle plus. Donc si les électrons fuient le pôle moins, ils se dirigent vers cette électrode, et là où les électrons se dirigent, c'est là où la réduction aura lieu. Donc en rouge, c'est forcément la cathode. La cathode est toujours reliée au pôle moins du générateur dans une électrolyse. Au niveau de la... Et donc forcément, ici, on peut rajouter, mais les électrons sont en train forcément de quitter cette électrode-ci, et donc là où les électrons partent, il s'agit d'une oxydation, donc c'est forcément l'électrode reliée au pôle plus du générateur qui est la nôtre, car il y a ici l'oxydation, et se produit ici la réduction. Alors attention que on indique dans l'énoncé que les électrodes sont inertes, elles sont en plomb, en platine, peu importe finalement ici, on ne vous le précise pas vraiment, mais donc ce ne sont pas les électrodes qui vont réagir, ce ne sont pas les métaux des électrodes qui vont réagir, donc on n'en tiendra pas compte pour la suite. On vous indique qu'il s'agit d'une solution de sulfate de cuivre, il est aussi indiqué que les ions sulfate ne vont pas réagir dans l'expérience, donc on s'intéressera aux ions zinc, dont la concentration est 2 mol par litre, et on supposera que la solution est acidifiée, et pour simplifier, on prendra un pH nul, enfin un pH voisin de 0. Voilà. On fournit les potentiels standards de certains couples, et à partir de là, on essaie de voir ce qui va se passer, à la fois d'un point de vue thermodynamique, et ensuite on verra à l'aide de courbes intensité potentielle. Donc, dans un premier temps, on insiste bien sur le point que la première question porte sur l'aspect thermodynamique. Donc si la première question porte sur l'aspect thermodynamique, il n'y a pas à tenir compte d'aspect cinétique, on va simplement regarder du point de vue des potentiels de Nernst, quelle est la relation qui est la plus favorisée, qui sera la plus facile à réaliser au niveau de l'électrolyseur. Alors, pour faire ceci, il faut envisager les demi-réactions possibles à chacune des électrodes. On peut par exemple commencer par la cathode. Alors si on commence par la cathode, la première étape, c'est déjà à la cathode, ce sont des oxydants qui vont être réduits. Donc parmi les espèces présentes, il s'agit de déterminer les espèces qui pourraient être réduites. On va les souligner. On a une solution aqueuse, donc bien évidemment l'eau est un oxydant et peut potentiellement être réduit. On vous indique qu'il y a des ions zinc qui participent au couple Zn2 plus Zn, donc ion zinc 2, zinc solide. Et donc on a aussi ceci. A priori, il n'est pas indiqué que du dioxygène est dissous dans l'eau particulièrement. On ne fait pas buller du dioxygène. Donc faute d'informations supplémentaires, on va négliger la présence de dioxygène dans l'eau et on va supposer que les seules espèces susceptibles d'être réduites sont les deux oxydants présents, à la fois l'eau et Zn2+. Donc écrivons pour chacun la demi-réaction. Donc l'eau ici sera jouée par le rôle de H+, en solution aqueuse. Donc une première option c'est H+, plus électron. Donc c'est H+, plus électron qui donne 1 demi de H2. Donc voilà la première réaction qui est à envisager au niveau de l'électrode. Voilà, une première réaction qu'on peut envisager. Et donc son potentiel de Nernst. Donc on va se placer dans les conditions standards, même si c'est un petit peu illusoire, on va supposer effectivement que la pression partielle en dihydrogène est égale à 1 bar, comme on fait habituellement. Et on aura donc 0 moins 0,06 pH, et vu qu'on suppose un pH nul, le potentiel de Nernst pour le couple H plus H2 sera ici de 0 volts. On peut rajouter ici 0 volts, et la demi-réaction est indiquée. Il y a une deuxième demi-réaction qui serait à envisager, deuxième réduction possible, réduction des ions Zn, des ions zinc 2, en zinc solide, selon la demi-équation qui est ici. On applique la formule de Nernst pour ce couple,
Donc on prend le potentiel standard qui est donné à moins 0,76 volts, plus 0,06 sur 2, le log de la concentration en Zn2+, qui est donné à 2 mol par litre. D'accord? Et donc on va se retrouver avec moins 0,76 plus 0,03 log de 2. Donc ce 0,03 log de 2 vaut à peu près 0,01. Peu importe réellement, ça n'a pas une extrêmement grande importance. Toujours est-il qu'on a une valeur qui ne change quasiment pas par rapport au potentiel standard, disons moins 0,75 volts, mais on aurait gardé moins 0,76, ce n'était vraiment pas très grave. Donc voilà pour le résultat ici. Et ça, ce sont les deux réactions susceptibles de se produire à la cathode. Maintenant, on s'intéresse aux réactions susceptibles de se produire à l'anode. Donc, au niveau de l'anode, il faut bien sûr avoir des réducteurs qui vont être oxydés. D'accord ? Alors, quels sont les réducteurs possibles ? Eh bien, nous avons une solution aqueuse, donc il y a bien sûr de l'eau dans la solution. Mais en revanche, on ne vous parle pas de dihydrogène qu'on ferait buller dans la solution, donc il n'y a pas à considérer de dihydrogène. Et les électrodes ne sont pas en zinc, on ne vous en parle pas dans l'énoncé, donc les électrodes ne sont pas en zinc, donc a priori pas de zinc solide. Donc, et on vous dit que les cathodes et les anodes, les différentes électrodes sont inertes, donc elles ne réagissent pas. Donc a priori, la seule réaction à envisager, c'est la réaction d'oxydation de l'eau, qu'on peut écrire H2O, qui va donc donner 1,5 de O2 plus 2H+, plus 2 électrons. Donc voilà pour la demi-équation envisageable à l'anode, a priori, le solvant. Et pour le potentiel d'électrode, eh bien, on partira de la même façon sur 1,23 en se plaçant dans le cas idéalisé d'espèces à état standard, en particulier pour le dihydrogène, et moins 0,06 pH, mais si on prend un pH qui est voisin de 0, on obtient donc finalement que le potentiel vaudra 1,23 volts pour le potentiel de Nernst. Et donc ici on a 1,23. Donc bien sûr, ne soyons pas surpris, aucune réaction spontanée ne se fera naturellement, c'est logique, on fait une électrolyse. Donc là, si on ne met pas un générateur, il ne se passera rien. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est la réaction qui sera la moins difficile à réaliser, c'est-à-dire en fait celle-ci. Et donc pour la réalité, on voit bien que le gamma n'est pas dans le bon sens, d'accord, c'est un gamma inversé. Donc la réaction la plus facile à réaliser, ce sera l'électrolyse de l'eau, et elle nécessitera d'imposer une tension de 1,23 volts pour, entre guillemets, fictivement remonter le couple H2O-H2 au-dessus du couple O2-H2O, ainsi. Et voilà, donc la réaction à envisager, c'est la réaction qui est la moins difficile à démarrer, celle qui nécessite 1,23 volts pour remettre, entre guillemets, les couples dans le bon sens des potentiels. Donc, au final, la réaction qui est à envisager, c'est la réaction qui va considérer donc, cette demi-équation au niveau de la cathode et cette demi-équation au niveau de l'anode. Et si on somme ces équations en multipliant la première par 2, on obtient sans grande difficulté. Je peux les réécrire, mais il suffit de prendre, en fait, on va numéroter les équations. On va appeler celle-ci l'équation 1 et on va appeler celle-ci l'équation 2. Et il nous suffira simplement, pour obtenir les résultats, de faire 2 fois 1 plus la seconde, et si on fait 2 fois 1 fois la seconde, on voit que les 2H+, les 2H+ disparaissent, les 2 électrons disparaissent, et on aura bien H2O qui vaudra H2 plus 1,5 de O2, et on fait ce qu'on appelle l'électrolyse 2. Donc d'un point de vue thermodynamique, la réaction qui semble privilégiée, c'est l'électrolyse de l'eau. Voilà. Et la tension à imposer, c'est donc 1,23 volts, qui est la différence entre les potentiels de Nernst et de couple. Donc bien sûr, cette tension-là, ça serait la tension minimale. Après, il faudrait bien sûr mettre une tension plus grande pour que le courant ne soit pas nul. Là, c'est la tension minimale à courant quasi nul. Voilà. Alors bien sûr, arrivé à cette partie-là de l'exercice, on peut se dire, mais pourquoi a-t-on utilisé une solution de sulfate de zinc?
pour faire l'électrolyse de l'eau. Pourquoi tu as mis du zinc dans la solution alors qu'il semblerait que c'est l'électrolyse de l'eau qui se fasse? Alors simplement, maintenant, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tenu compte en particulier des questions de surtension à vide. Et maintenant, en fonction des électrodes, on doit passer à une étude cinétique à l'aide de courbes intensité potentielle. Donc là, deux exercices se présentent potentiellement. Soit on vous donne des surtensions à vide et vous allez décaler les potentiels de Nernst d'autant, donc dans les négatifs pour les surtensions à vide en réduction et les surtensions cathodiques, et les potentiels de Nernst à décaler en positif pour les surtensions anodiques pour réaliser les oxydations. Alors là, toujours est-il qu'au lieu de faire ça, l'exercice donne directement la courbe intensité potentielle, ou entre guillemets courant potentiel. Donc vous avez le courant, en toute rigueur j'ai mis courant, mais en toute rigueur c'est courant surfacique. C'est le courant surfacique J en ampères par mètre carré. Et on vous donne directement les courbes intensité potentielle, donc on va essayer d'analyser ces courbes. On voit déjà que pour l'oxydation, donc il y a bien trois demi-réactions possibles, comme on avait envisagé, mais on voit qu'on est en présence de certaines. Bon, au lieu de commencer ici à 1,23, eh bien, on constate qu'on a habituellement, comme c'est le cas souvent pour le dégagement de H2O en O2, une surtension de l'ordre de 0,6-0,7 volts. Donc vous avez ici une surtension anodique à vide pour le dégagement de O2, d'accord, qui décale légèrement la courbe dans les potentiels plus élevés. Mais le point, alors on voit que le couple Zn de plus Zn est un couple quasi rapide, car là on a moins 0,76 par rapport à une valeur de moins 0,75 calculée tout à l'heure. Donc on peut considérer que le couple en réduction, le couple Zn de plus est un couple rapide. Mais en revanche, le point le plus important, c'est qu'on a ici, alors il aurait été plus judicieux peut-être, vu que j'avais mis l'anode ici, ça aurait été plus judicieux que le autre, moi je vais tout faire en rouge quand même pour l'instant. Et ici vous avez une surtension cathodique qui est présente ici, voilà, qui est un état C0, et vous avez une surtension de l'ordre de 0,9 volts en négatif pour le dégagement du dihydrogène sur l'électrode considérée. Et là, donc, il y a donc, le point important surtout, c'est la surtension. Bon, là, ça décale, mais l'inversement, c'est que du fait de la présence de la surtension à vide pour H+ en H2, la réaction de Zn2+ en Zn devient plus facile à réaliser. Donc, le point important à noter, c'est la surtension cathodique à vide pour le dégagement de H2. Et ce qui fait qu'en fait, la réaction, ou la demi-réaction Zn2+ donne Zn est plus simple, plus facile à réaliser à la cathode. Et on le voit d'ailleurs, donc la réaction qui aura lieu, ce n'est pas donc la réduction de H+ en H2, mais c'est la réduction de Zn2+ en Zn. Maintenant, si on part sur le courant proposé de 500, courant surfacique de 500 ampères par mètre carré, on peut essayer de déterminer le potentiel. Donc on va partir sur ce potentiel surfacique ici. Et donc, connaissant ce courant surfacique, on peut en déduire le potentiel qui sera ici utilisé. Et de la même façon, en supposant que les surfaces soient les mêmes, ce qui est toujours le même, c'est l'intensité. Bon, si on suppose que la surface des plaques est la même, on a donc le même courant positif et négatif. Et on a ici la même valeur. Et on reporte comme ceci. Voilà. Et donc, on voit que la valeur minimale de tension sera ici. Voilà. Ici, on aura la valeur minimale de tension qu'on va imposer, qui sera d'ici à là. On va peut-être réussir à y arriver. Hop, comme ceci. Pour la tension à imposer. Et vous aurez ici le delta E. On va écrire ça delta E. Ça sera la
tension qu'il va falloir imposer pour réaliser l'électrolyse. Et le point important, c'est que la réaction qui est la plus simple à réaliser, c'est la réaction de Zn2+ en Zn et non pas la réaction de H+ en H2. Donc ici, on aura le delta E. D'accord ? On aura ici une valeur qui sera de l'ordre de 2,2 volts à peu près. D'accord ? Et ici, on va dire qu'on est à peu près à moins 0,9 volts pour le courant surfacique indiqué. Et donc, on voit que la tension à imposer sera de l'ordre de, le bilan, on aura une tension qui sera de l'ordre minimal. C'est la tension qu'on va imposer pour avoir ce courant-là. Donc ça, c'est la tension à imposer pour avoir ce courant-là. Ce n'est pas la tension à courant nul, qui sera donc de 3,1 volts. Donc elle est plus importante que tout à l'heure pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a la surtension à vide sur le couple H2O2, et le fait qu'on impose que la réaction est à cause des deux surtensions à vide, et le fait qu'on impose un certain courant de passage qui impose un delta E pour un certain courant donné. Et bien sûr, la réaction qu'on va avoir, donc maintenant si on reprend, la réaction qui aura lieu, on aura à l'anode l'oxydation de l'eau, comme précédemment, H2O qui va donner donc 1,5 de O2 plus 2H+, plus 2 électrons. Mais on aura à la cathode non pas la réduction de H+ en H2, mais la réduction plus simplement de Zn2+ en Zn. Et donc finalement, pour l'équation bilan, et on comprend maintenant la présence du zinc, et donc maintenant Zn2+, donc le nombre d'électrons est bien correctement équilibré, Zn2+, plus en solution aqueuse, plus H2O liquide, qui va donc donner 1,5 de O2 gaz, plus 2H+, plus Zn solide. On vérifie rapidement, un élément zinc, un élément zinc, 2 charges plus, 2 charges plus, 2 éléments hydrogène, 2 éléments hydrogène, un élément oxygène, ceci paraît correct. Et donc voilà, pour la réaction qui a réellement lieu. Donc vous voyez vraiment l'idée. Au début, l'analyse thermodynamique à l'aide des potentiels standards, éventuellement des potentiels de Nernst, même si ça ne change pas en général grand-chose, sauf si le pH était totalement basique, par exemple. On en déduit une première réaction, une tension à imposer pour que la réaction ait lieu. Et maintenant, compte tenu des présences des surtensions, la réaction à la cathode est permutée et on a une nouvelle réaction bilan avec une certaine tension à imposer pour avoir le courant, mais ça on peut le lire sur le document. Et la tension à imposer, on l'a calculé tout à l'heure, donc elle est de l'ordre, avec la précision des données qu'on a ici, de l'ordre de 3,1 volts. Okay. Alors, ensuite, on vous dit qu'en pratique, la tension à imposer n'est pas de 3,1 volts, mais de 3,5 volts. Alors simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la tension qu'on impose là, c'est pour réaliser la réaction chimique. Mais en fait, l'électrolyseur a une certaine résistance, présente une certaine résistance électrique, donc il y a une chute de tension au niveau du dispositif, et en plus d'imposer la tension qui permet la réaction du point de vue chimique, il faut imposer une tension un peu plus grande pour compenser la chute ohmique due à la résistance de cellules. D'accord ? Donc en fait, l'explication ici est due au fait que dans le delta E que vous aurez à imposer, il y aura entre guillemets le delta E que je vais appeler chimie, qui lui est bien de 3,1 volts, dû à la réaction à imposer. Donc encore une fois, cette surtension, cette tension qui va permettre de combler, de compenser le fait que les coupes ne sont pas dans le bon sens pour réaliser la règle du gamma, plus un delta E électrique qui est lié à la chute ohmique. Donc là, le terme vraiment qu'il faut prononcer, c'est chute ohmique, hein, c'est le fait qu'il y ait une résistance de cellules qui sera de l'ordre, si on en déduit le résultat, de 0,4 volts. D'accord ? Donc l'explication, c'est vraiment cette chute ohmique, la présence d'une résistance, je pourrais écrire ça un petit peu mieux, mais c'est cette présence d'une chute ohmique, et donc du fait de la résistance de la cellule. Et cette chute ohmique, ce serait simplement un terme qui vaudrait la résistance de cellules fois le courant qui circule dans l'électrolyseur.
Voilà, donc on ne vous donne pas exactement l'idée, mais c'est forcément toujours ça. Donc si on résume, hein, pour le delta E, vous avez un premier delta E qui est à courant nul, en utilisant les potentiels de Nernst et éventuellement les surtensions à vide. Ensuite, rajouter une certaine surtension pour avoir un certain courant. Et ensuite, le terme de chute ohmique. Voilà. Okay. Donc ici, par exemple, si vous voulez, on aurait pu avoir un premier delta E qui était 1,95 moins 0,76, ce qui nous aurait fait à peu près 2,7 volts. Donc si vous voulez, la tension minimale pour que l'électrolyse ait lieu était ici de 2,7 volts. Et pour avoir une électrolyse avec un certain courant particulier, il fallait 3,1 volts. Et si on tient en plus compte de la chute ohmique, on arrive à 3,5 volts. Alors maintenant, quelle est la consommation d'énergie? Forcément, tous ces dispositifs d'électrolyse sont assez gourmands en énergie électrique. Donc on va essayer de déterminer le coût énergétique. Alors pour le coût énergétique, eh bien, bon, on peut toujours partir sur l'idée qu'on va avoir le fonctionnement d'un appareil. Donc on va se dire, eh bien, j'impose une certaine tension. Donc on va se dire, on peut déjà parler, on veut une énergie. Donc pour cette énergie qu'on va consommer, on peut se dire que c'est une puissance fois un temps. On va supposer que toutes les grandeurs ne varient pas dans le temps pour simplifier. Vous allez imposer un certain delta E. Ça, c'est la tension aux bornes de votre générateur que vous allez imposer. Il va débiter un courant I. Donc ça, ce sera bien la puissance, ce terme-là, ce sera bien la puissance dont vous allez avoir besoin, et fois le courant. D'accord? Donc sans grande surprise, l'énergie à dépenser, c'est la puissance fois le temps, et la puissance, c'est la tension du générateur fois le courant. On est ici en régime permanent. Et on peut écrire ça un petit peu différemment, delta E fois I fois T, et on reconnaît ici la charge électrique, Q, c'est la charge électrique ayant circulé durant l'expérience. Mais vous avez maintenant une deuxième façon de faire pour déterminer la charge électrique qui a circulé. Donc ça, c'est l'aspect électrique. Vous mettez un ampère-mètre et cet ampère-mètre vous donne une intensité. Et sans savoir ce qui se passe d'un point de vue chimique, vous pouvez déterminer la charge qui a circulé, la charge électrique. Et maintenant, on a une deuxième façon de trouver la charge électrique qui a circulé. On peut dire que c'est le nombre de moles d'électrons qui a circulé fois la constante de Faraday. On rappelle que la constante de Faraday, c'est en valeur absolue la charge d'une mole d'électrons. Donc on prend la charge d'une mole d'électrons, on multiplie par le nombre de moles d'électrons et on obtient bien la charge électrique qui a circulé. Mais on n'oublie pas maintenant que, eh bien, on a Zn2 plus 2 électrons qui donne Zn. Donc forcément, pour 2 électrons qui circulent, vous avez un zinc formé, donc il y a 2 fois plus d'électrons que de zinc. Donc le nombre de moles d'électrons qui aura circulé, c'est 2 fois le nombre de moles de zinc qui auront été formés fois la constante de Faraday. Mais on peut facilement relier le nombre de moles de zinc à la masse. Donc la masse de zinc sur la masse molaire de zinc fois la constante de Faraday. Et maintenant, si on couple ces deux résultats, d'accord, c'est toujours la même idée, hein, c'est exprimer la charge électrique de deux façons, d'une part via l'aspect purement électrique et d'une part via l'aspect chimique. Et maintenant, si on couple ces deux résultats, j'en déduis que l'énergie nécessaire à la réaction, c'est delta E fois la charge Q, et la charge Q, je la remplace par 2 fois masse de Zn sur masse molaire de Zn fois la constante de Faraday. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas exactement, c'est la consommation d'énergie massique. Donc, on va simplement exprimer l'énergie nécessaire sur la masse de zinc, qui donnera le résultat en temps de joules par kilogramme. Et donc, on voit que ça fait donc 2 delta E, la tension à imposer, fois la constante de Faraday sur la masse molaire de zinc. Alors, c'est un premier résultat qu'on peut écrire là, cependant, ce n'est pas le résultat totalement définitif, car il y a un dernier point à prendre en compte, c'est ce point-là. C'est le point qui est ici, qu'il va falloir maintenant prendre en compte. On vous parle d'un rendement faradique. Alors,
dans ce que j'ai écrit là, j'ai fait une petite approximation qui est celle-ci. J'ai dit, ben voilà, mon ampèremètre, il compte des électrons. Donc mon ampèremètre, il mesure un certain courant et je dis, c'est des électrons qui passent. Ça, c'est tout à fait exact. Et puis je dis, c'est là qu'il y a une petite approximation, c'est que je dis que ces électrons sont utilisés pour former du zinc. Alors revenons maintenant à la courbe à densité potentielle. Eh bien, on constate en fait que, vous voyez que quand vous êtes à moins 0,9 volts à peu près, la réaction de H+ en H2 a légèrement commencé. Donc si on regarde bien, une très grande partie des électrons, en fait 95%, servent à faire du zinc solide, mais 5% à peu près servent à la réaction H+ en H2, qui existe un petit peu. Vous voyez, c'est le point qui est ici. On voit bien que pour cette tension-là, le courant associé à la réaction H+ en H2 n'est pas nul. Donc vous avez une partie des électrons qui servent à autre chose qu'à faire du zinc solide. Donc quand je dis que la charge, le nombre d'électrons, c'est cette étape-là qui est discutable, d'accord? C'est de dire que le nombre d'électrons, c'est égal à 2 fois le nombre de zinc solide. En fait, il faut dire qu'il y a un peu plus d'électrons, d'accord? Il ne faut pas se tromper, mais forcément que le nombre, c'est pour ça que j'avais laissé un peu de place ici, le nombre d'électrons va forcément être encore un peu plus élevé parce qu'il y a des électrons qui servent à autre chose qu'à faire du zinc. Donc forcément, il faut trouver une valeur plus importante. Certains ont servi à autre chose. Et donc forcément, si on met le ρF, c'est la définition du rendement faradique. Le rendement faradique, c'est la proportion des électrons qui servent à ce qui vous intéresse. Et donc simplement, si le rendement faradique est de 0,95, vous voyez bien qu'en faisant 1 sur 0,95, vous aurez une valeur qui sera plus grande que 1 et vous aurez un nombre d'électrons qui sera 2 nombres de mol de zinc sur 0,95. Donc une valeur qui sera à peu près de 1,05 pour simplifier, on va dire, plus grande, à peu près de 5% plus grande en arrondissant que ce qu'on pensait. Et donc ici, on doit rajouter ρ faradique. Et si on rajoute le ρ faradique ici, on voit qu'à la fin, on a un ρ faradique ici. Simplement, ça vient simplement du fait que tous les électrons ne sont pas utilisés à 100% pour faire du zinc. Une partie sert à autre chose. Mais par contre, votre ampèremètre, oui, ne fait pas la différence. Les électrons qui le traversent, après, ils vivent leur vie, mais l'ampèremètre ne s'occupe pas de savoir ce qu'ils deviennent. Voilà. Alors, on peut faire un peu plus simple. De toute façon, le ρF, il faut le mettre où? N'oubliez jamais que le ρF, il est inférieur à 1. Donc, vu que le ρF, il est inférieur à 1, il faut forcément qu'à la fin, l'énergie, elle augmente. D'accord? Si vous avez un rendement qui est inférieur à 1, ça vous coûtera plus cher. Il y aura une partie des électrons qui serviront à faire autre chose. Donc il faudra bien fournir plus d'énergie pour envoyer un peu plus d'électrons que prévu. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez, mais ce rendement faradique qui est inférieur à 1, il doit forcément apparaître au dénominateur à la fin pour obtenir une énergie à fournir un peu plus importante. Voilà. Donc moi ce que je conseille, c'est éventuellement au départ de faire le calcul sans tenir compte du rendement faradique, comme j'ai fait. Et à la fin, il suffit simplement de placer le rendement faradique au dénominateur si on vous demande l'énergie à fournir, parce que l'énergie en pratique doit être un peu plus grande que ce qu'on pensait dans le cas idéalisé. Voilà. Donc maintenant, si on dit un mot sur l'application numérique, pour l'application numérique, bon, delta E, ce sera 3,5 volts. La constante de Faraday, c'est 96 500 coulombs par mol. La masse de zinc, attention, il faudra penser à la remettre, donc c'est 64,5, mais fois 10-3 kg par mol. Donc les principales sources d'erreur viendront d'ici. Ne pas oublier de remettre la masse molaire de zinc en kg par mol et pas en grammes par mol, vu qu'on doit travailler dans le système international d'unités comme pour les autres grandeurs. Et ici on met 0,95 et si tout se passe bien, la réponse doit être à peu près de 11 mégajoules par kilogramme. Voilà l'énergie qu'il faut fournir pour déposer 1 kg de zinc, enfin de former 1 kg de zinc sur l'électron. Okay. Donc voilà pour l'exercice, un exercice assez classique où on commence par faire une étude thermodynamique en se basant sur le E0, éventuellement sur les E. On trouve la réaction qui est la moins difficile à réaliser en présence d'un générateur, donc quelle est la tension apportée qui permettra de démarrer la première réaction. Ensuite, du fait de surtension à vide,
on a déjà une tension qui va être augmentée, mais éventuellement des réactions peuvent s'inverser, c'est-à-dire que des réactions peuvent devenir nettement plus difficiles. C'est par exemple le cas ici de H+ en H2. Et donc la réaction qui se produit au niveau d'une des électrodes change. Donc ça faut vraiment faire très attention parce qu'après tout l'exercice est basé là-dessus. Si vous vous trompez là, vous pouvez risquer de ne pas pouvoir continuer. Voilà, donc on trouve maintenant la nouvelle réaction et ensuite, grâce aux courbes intensité-potentielle, à un courant fixé, on trouve la tension imposée pour que la réaction puisse se faire. Une fois qu'on a fait ça, on peut poser des questions en disant que ce qu'on a trouvé, c'est le delta E de chimie, auquel il faut rajouter éventuellement un coût de chute ohmique à ajouter. Ça sera forcément en plus, parce qu'il faudra bien payer ceci en plus. Et enfin, une question qui prend différentes formes et qui est toujours la même. Il suffit toujours d'exprimer la charge électrique à l'aide de I fois T, d'un point de vue électrique, d'un point de vue ampérage, et la charge électrique du point de vue de la chimie et de la demi-équation qui est à considérer, éventuellement en rajoutant un rendement faradique, en calculant une chose ou l'autre, mais c'est toujours la même méthode. Voilà, je vous remercie pour ces différents éléments et cet exercice.